Et donc, bonsoir César, bonsoir Marie-Clémence. Le principe, c'est que ce sont les étudiants du Master 2 Paris 1 Panthéon-Sorbonne en Master de cinéma, scénario, réalisation, production, qui préparent ces entretiens et qui ont choisi des extraits. Et donc, pour vous interroger, qui se sont plongés dans votre œuvre, il y a Jeanne d'Antoine et Alexis Del Castillo. Jeanne, à vous. Bonsoir à tous les deux, merci d'être ici. Donc Marie-Clémence, vous êtes avec nous. César, nous vous accueillons depuis Rio de Janeiro, dont vous êtes originaire. Vous commencez votre parcours dans le cinéma documentaire, d'abord en tant que chef opérateur. Vous avez notamment travaillé avec des réalisateurs tels que Raoul Peck ou Camille Mauduèche, avant de devenir vous-même réalisateur et chef opérateur de vos films documentaires. Quant à vous, Marie-Clémence, vous êtes franco-malgache. Vous faites d'abord des études de sociologie, et puis vous avez fait un atelier documentaire à la FEMIS. Et la première question qu'on se pose forcément, puisque vous êtes un duo, c'est comment vous êtes-vous rencontrés ? Vas-y, bébé. Comment ? Qu'est-ce que tu as dit ? Vas-y, toi. J'ai dit, vas-y, bébé. Bébé. Ben, c'est un peu vrai, on s'est rencontrés bébé. Non, on s'est rencontrés à Paris. Ma belle-mère, donc qui est décédée maintenant, a dit c'est une histoire d'amour, amour à primera vista, hein. C'est-à-dire, on a effectivement, le regard s'est rencontré dans un café à Paris, rue Saint-Jacques, voilà. Ça existe vraiment, ça. Qu'on s'est regardé et voilà. Et après, c'est bien longtemps après qu'on a décidé de faire du cinéma. C'est juste ce que j'ai dit ? Tu me demandes à moi ? Oui, c'est vrai, on a passé pas mal de temps ensemble. On est venu au Brésil pendant 2 ans. Après, on est retourné en France pour régulariser nos situations des sans-papiers. Et c'est bien après qu'on a commencé à faire du cinéma. En tout cas, cela fait 30 ans que vous collaborez ensemble. En 1989, vous avez réalisé un film appelé Angano Angano, Nouvelles de Madagascar. On se questionnait d'où est venue cette envie de film et surtout de le réaliser aussi ensemble. Alors en fait, comme disait Jeanne tout à l'heure, César, il faisait l'image, il était chef opérateur sur des docs, enfin surtout des reportages pour les télévisions brésiliennes et même japonaises. Et effectivement, au bout d'un moment, il y avait cette sorte de frustration que les images qu'il faisait, on ne les voyait jamais. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, tous les deux, donc lui, il est originaire du Brésil et moi de Madagascar, tous les deux, quand on regardait les images que l'on voyait de nos pays d'origine, c'est-à-dire Madagascar et le Brésil, on était toujours effarés, on ne reconnaissait pas. Quand on regardait des documentaires sur le Brésil et sur Madagascar, on ne reconnaissait pas nos pays, on ne voyait pas. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire qu'on a décidé de... puisqu'on ne voit pas les images de nos univers, allons donc faire des images de ces endroits tels que nous, on le perçoit. En particulier, il y avait surtout une idée très forte qui était de dire, bon d'accord, on vient de pays du tiers-monde, on vient de pays du Sud, mais pourquoi on ne montre jamais aucune richesse de ces endroits ? Pourquoi ces endroits sont toujours montrés les pays les plus pauvres, les pays où les enfants doivent chercher la nourriture dans les poubelles, les réservoirs de prostituées, enfin, cette vision très hypocondriaque de ces pays du Sud. Et donc, voilà, en 89, on a s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a comme richesse, nous, que ces pays du Nord n'ont plus ? Et c'est comme ça qu'on a commencé avec Angano, en disant, allons chercher cette richesse. Et cette richesse, c'est quoi ? En particulier dans Angano, c'était toute la culture orale. Les Haïtiens ont un mot magnifique pour dire ça, l'oraliture.
C'est-à-dire toute cette connaissance qui se transmet de génération en génération, oralement ou par les objets, sans jamais passer par l'écrit. Et donc la démarche d'Angano, c'était vraiment, enfin en tout cas, avec le temps, pour moi, c'est ça. Après, César dira ce qu'il en pense. Je peux peut-être compléter. Oui. Comment ? Je peux peut-être compléter un peu, non ? Oui. T'inquiète, je te donne le micro. C'est surtout ce savoir qui passe donc de génération en génération sans passer par l'écrit. Et je crois même qu'il y a un raccourci, il y a un shortcut, comme disent il y aura peut-être un raccourci entre l'oralité et le cinéma qu'il faut explorer, et c'est ce qu'on fait depuis 30 ans. C'est-à-dire il y a des choses qui peuvent passer directement de l'oralité au cinéma sans nécessairement passer par la phase écrite. Juste pour le public peut-être qui n'aurait pas vu ce film, dans ce film on raconte les mythes fondateurs, de manière orale, comme Marie-Clémence vient de souligner, de la culture magage, non, on pourrait dire. Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est un film sur un portrait de Madagascar à travers les mythes d'origine. Les mythes d'origine, ce sont tous ces contes qui expliquent l'origine des choses. D'où vient l'homme, d'où vient le riz, d'où vient la mort, d'où vient... c'est comme ça qu'on explique la vie aux enfants, en fait, à travers les contes. César ? Oui, en fait, tu vas peut-être très très vite pour moi. C'est peut-être les rythmes carioca qui m'ont ralenti, mais non, c'est un peu la même chose. Je dirais ça un peu autrement. Je crois que tous les deux ont regardé des films sur nos pays, des reportages, des choses qui étaient dites sur nos pays, avec toujours cette espèce d'ethnocentrisme du Nord, qui au mieux c'est un regard condescendant, paternaliste, où les verres est toujours à moitié vide, où la solution des problèmes du Sud sont forcément dans les Nord, puisque c'est là qu'il y a la civilisation, et que voilà, on en avait un peu marre de voir nos pays que nous aimons et où nous voyons des richesses, et que ces richesses-là n'étaient pas vues, n'étaient pas perçues par les gens du Nord qui venaient filmer chez nous. Alors c'est peut-être un peu moins diplomate que toi, mais je crois que c'est ça qui nous a unis, parce qu'on avait tous les deux ces sentiments-là, et c'est pour ça qu'on fait des films, pour que toutes les cultures puissent se comprendre, s'entendre. Nous sommes tous les deux très, très exépophiles. Nous sommes déjà entre trois cultures dans notre quotidien. Et voilà, et on aime aussi rencontrer d'autres cultures, savoir les différences, mais aussi les choses en commun des différentes cultures. Je crois même qu'il y avait aussi l'envie de raconter à notre façon, c'est-à-dire de penser par l'image. On ne connaissait pas trop, on était peut-être un peu ignorant du cinéma. Et ça nous a donné une liberté très grande d'inventer notre propre syntaxe, notre façon de raconter l'histoire, notre façon et voilà, et de ne pas faire comme tout ce qu'on voyait à ce moment-là dans les autres films, dans les autres documentaires. Sur nos pays en particulier. Sur nos pays en particulier, oui, mais d'une façon générale, c'est les regards du nord vers le sud. C'est très top-down. C'est très, nous savons, eux ne savent pas, les pauvres, sans nous, ils s'en sortiront pas. Et voilà, voilà, ça nous a... C'était en réaction à ça. Mais est-ce qu'on peut, dès le départ, vous placer dans une lignée d'un documentaire ethnographique, ethnologique, à l'image de ce qu'a pu faire Jean Rouch ou Luc de Heusch? Sauf que là, vous filmez votre pays. Voilà.
Alors moi, j'ai été un peu élève de Jean Rouch à Nanterre, un petit peu. Les frères Blanchet aussi, Varan, tout ça, j'ai suivi ça. Donc le cinéma direct, effectivement, j'ai appris de quoi il s'agissait dans cette UV de cinéma. Mais non, on avait vraiment cette envie et qui s'est confirmée par la suite, et qui pour moi presque a abouti peut-être dans Faval, ou qui était de prendre à la lettre ce proverbe qu'on connaît en Afrique, qui est tant que l'on n'entendra pas la version des lions, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Et on a vraiment, pendant tous nos films, vraiment on a envie d'entendre les lions, quoi. Parce qu'ils ne se font pas forcément tuer, les lions. Parfois, ils arrivent à survivre, et que c'est quand même intéressant de comprendre comment ils ont survécu. Donc, le cinéma ethnographique, déjà, même dans le mot ethnographie, déjà, c'est très lourd de sens. Non, moi, je pense qu'on était plutôt dans raconter des histoires, non, César? Raconter des histoires qui puissent parler à tout le monde. Et surtout, enfin, il y avait une autre dimension aussi qui était assez importante pour moi. C'est ce qui m'intéresse dans l'autre, c'est ce qui le rapproche de moi, et non pas ce qui le rend un espèce d'animal exotique. C'est-à-dire, quand je vais filmer un endroit lointain, et ça nous est arrivé, nous, d'aller filmer en Laponie, par exemple, ça n'avait rien à voir avec nos pays d'origine. Ce qui nous intéresse, c'est que quand bien même il est différent, celui qu'on est en train de voir là, ce qui m'intéresse chez lui, c'est ce qui me rapproche de lui, ce qui fait que je sens la même chose que lui, et que je veux, c'est son humanité. Et c'est ça le point commun, et non pas l'exotisme. Parce que dans l'ethnographie, il y a un peu cette idée de la différence, ce qui fait qu'il est différent de moi, et c'est cette différence qui m'intéresse. Et de filmer une coutume et une tradition. Voilà. Jeanne? Oui, on était des fidèles du cinéma du réel, tout près du centre Wallonie-Bruxelles, là, à Beaubourg, et dès les années 80, et je dois dire que c'était mon école. C'est là que j'ai appris, c'est là que j'ai découvert les documentaires et l'essence français du mot, de l'appellation documentaire de création, où il ne s'agit pas de retrater une réalité, puisqu'elle n'existe pas unique, mais de jeter un regard très subjectif sur des réalités. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec notre premier film et tous les autres films qu'on a fait depuis, c'est cela. Je me souviens qu'Agnès Varda disait des documenteurs. Oui, parce que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas les reportages, ce n'est pas la caméra de surveillance du journal télévisé, quoi. Il y a un regard quand on choisit qu'est-ce qu'on va filmer, on choisit aussi qu'est-ce qu'on ne filme pas. Et au montage, on peut donner un sens à tout ça. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur votre mise en scène, mais on va peut-être remettre en contexte et permettre au public de voir un extrait de votre film Le Bouillon d'Awara, qui est un film de 96, où vous êtes allé à la rencontre des habitants de Guyane, qui vont vous partager leur culture, notamment à travers la recette de ce plat typique. Et du coup, on va regarder un extrait tout de suite. Attends, mon nom c'est Jean-Christina, mon prénom c'est Christina. Je suis chinois et français. Je parle en chinois et français. Et ma mamie est javanais. Je joue dans le soleil et j'ai un petit peu les cheveux jaunes de javanais.
à moi? Ouais, c'est toi. Ah, je me tiens. Mon papa, à la Chine, quand on parle chinois, mais il sait parler un petit peu français. Il connaît qu'est-ce qu'il dit, les messieurs. Il veut quoi? Tomate comme ça. Ou ananas. C'est ça. Je connais avec banane. Tous les tontons qui sont à Mana, ben, ils travaillent dans son magasin. C'est à nous, les magasins, pareil. Les tontons, eh ben, ils travaillent à la caisse. Et mon père, il achète les trucs. Chips, du jus, ananas, chocolat, la bière, aussi du lait et de l'eau. L'histoire de Bouillon d'Awara, c'est que dans une époque très lointaine, il y a eu un blanc qui s'est échoué dans un seau et a été récupéré par les Amérindiens. Et il est resté pendant quelques temps. Et une fille du villageois est tombée amoureuse de ce blanc. Mais le village ne voulait pas qu'il reste dans le village. Enfin, les gens du village ne voulaient pas qu'il reste dans le village. Alors, comme la fille était amoureuse du blanc, elle est allée demander à sa grand-mère qu'est-ce qu'il faut faire pour que le blanc y reste. Et la grand-mère lui donnait une idée de gastronomie en disant voilà, tu lui fais bouillir de l'awara et tu mélanges tout ce que tu trouves. Tout ce qui te passe par la main, tu le mélanges. Et elle a fait ça, et puis ça a ressemblé à ce que vous pouvez imaginer. Et ils ont donné ça à manger au blanc. Au lieu de le faire fuir, ben, il est revenu au bout de quelques temps. Mais il est quand même parti, le blanc. Et il est revenu. C'est pour ça maintenant qu'on dit que quand on mange le bouillon d'Awara, on est obligé de revenir sur le point de départ. C'était pour dégoûter le blanc, et finalement, je crois qu'il n'a pas été dégoûté. Donc avec cet extrait, on voit que vous... Oui? Vous entendez avec l'écho aussi ou c'est que moi? Non, malheureusement, c'est que vous. Ah bon, ok, d'accord. Ok. Donc on voit que vous filmez ces habitants dans leur cadre de vie de façon assez intimiste et souvent chez eux ou devant chez eux. Et leurs témoignages révèlent des différents ancrages au territoire qu'ils ont, qui sont très singuliers et variés comme on a pu le voir. On se pose une question qui est commune à tout votre travail, c'est comment vous faites vos repérages et comment vous rencontrez vos personnages? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Le repérage, c'est ce qu'il y a de plus beau. Quoi? Moi, je pourrais peut-être commencer par répondre à celle-là, si tu veux. Je n'ai pas compris. Vous avez compris? Il veut commencer à répondre. Ah, vas-y, alors. Non, en fait, c'est intéressant comme question. En fait, c'était presque une commande au départ. C'est des amis qui sont venus, enfin, des gens qui sont venus nous voir en voulant faire un film sur l'identité en Guyane, où il y a beaucoup d'apports étrangers. Mais l'idée au départ, c'était de faire un film sur le carnaval guyanais, qui est assez particulier, mais bon, on est parti en repérage. Moi, je suis parti en fait au début, et j'aimais pas cette idée du carnaval, puisque parler d'identité quand les gens sont grimés, c'était très compliqué, quoi. Et donc, c'est en faisant ce tout premier repérage, en arrivant à Mana, la ville où on a fait le film, qu'on m'a raconté l'histoire, que j'ai trouvé l'histoire du bouillon d'Awara,
qu'à Pâques, on mange ce plat qui a beaucoup d'ingrédients, qui mélange des ingrédients qui normalement ne vont pas ensemble, quoi. Ça va du cochon aux crevettes, à toutes sortes de légumes, mais pas n'importe quel légume. Donc, et bon, j'ai trouvé que c'était une belle métaphore pour parler de notre sujet. Et après, on a fait un autre repérage, cette fois-ci avec Marie-Clémence, et on a rencontré un peu nos personnages. Et je crois que, je ne sais pas, la première fois qu'on a été, on n'a pas filmé encore. Non, c'était juste. J'ai fait des essais des caméras 16 parce que c'était les premiers films en 16 qu'on a tourné. On a commencé par faire de la vidéo. Et Bouillon d'Awara était notre troisième film. Et donc, à ce moment-là, on a voulu passer à la pellicule. C'est génial de tourner en pellicule. Et donc, dans ces repérages qu'on a fait avec Marie-Clémence, on a fait des petits essais sur 16, j'ai adoré ça. Et on a trouvé même que les gens, quand ils donnent un entretien devant une caméra pellicule, ils sont plus synthétiques, ils sont plus concis ce qu'ils disent, c'est tout de suite très, 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 très intéressant, quoi. C'est pour ça qu'on voit que tu es filmé en vidéo. Hein? On voit que tu es filmé en vidéo, César. Et alors? Non, parce que tu dis que les gens filmés en pellicule, ils sont plus synthétiques. Ah oui, tu veux que je m'arrête de parler. Non, mais tu peux dire, c'est vrai qu'on adore les repérages, tous les repérages. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux dans un film. Voilà. Tout est possible. On n'a pas encore la réalité de la finance et tout ça qui vient empiéter sur les désirs des réalisations. Donc, on est très ouvert, quoi. Et on filme de plus en plus pendant nos repérages. Mais pour répondre à la question comment on choisit nos personnages, en fait, ça dépend de chaque film. Parfois, il y a des films qui sont centrés sur des personnages. Par exemple, quand on a fait le film Mahaléo, c'était très simple. C'était un groupe de 7 musiciens, voilà. C'était tout vu. Dans le cas de Angan Angan, c'était pas vraiment des personnages qu'on cherchait, mais plutôt, les gens qui connaissaient des mythes d'origine. Donc ça restreignait assez vite. Dans le cas de Aux Guerriers du Silence, là, c'était différent, c'est qu'il fallait trouver des gens qui veuillent bien nous parler. Donc c'était encore autre chose. Mais pour le Bouillon d'Awara, les personnages, en fait, ils ont été déterminés au montage, puisque le personnage central, c'était une chose très abstraite qui était l'identité guyanaise à travers une recette de cuisine. Donc les personnages, ils sont apparus au montage. Après, dans Saudade, par exemple, c'est très intéressant. On avait en repérage listé toute une catégorie, toute une liste de personnages. Et en fait, on a trouvé les personnages principaux du film au bout de 3 semaines de tournage déjà. C'est-à-dire, tous ces films, l'important, c'est d'être toujours prêt à changer. Je ne suis pas d'accord. Les personnages ne sont pas apparus au montage. Dans Bouillon d'Awara? Dans les Bouillons d'Awara, nous avons passé 2 fois 6 semaines là-bas. La toute première fois, quand nous sommes arrivés, il y avait, je crois que je ne sais pas si c'était carême ou la mi-carême, il y avait une fête. Et quand nous sommes restés dans la ville, les lendemains de la mi-carême, les gens venaient nous voir et nous demandaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a rien à filmer à Mana. Et on a dit, mais on est venu vous filmer. Et peu à peu, les gens nous invitaient chez eux. Ils nous disaient, mais quand est-ce que vous allez venir nous filmer? Et donc, c'est là qu'on a rencontré les personnages. Et après, au montage, on a choisi lesquels on garde. Mais pour moi, ils ne sont pas apparus au montage. Du coup, ça m'invite à vous poser une autre question. C'est quelle est la place que vous allez donner à l'écriture, mais sur papier, dans l'élaboration de vos films? C'est un problème gravissime, Jeanne. C'est le plus grave problème qu'on a actuellement. C'est celui-là. On en est arrivé, là, en 2022, on en est à un point où on se dit,
enfin moi je me dis ça, qu'il faut écrire des choses qu'ils ont envie de lire, les gens, et après on fait le film comme ils faisaient en fait en Union soviétique, ils faisaient ça, les réalisateurs, ils écrivaient un scénario là qui passait toutes les fourches codines de la censure et tout, et une fois que c'était approuvé, ils faisaient un film qui n'avait rien à voir avec ce qui était déposé. Et c'est vrai que l'écriture, c'est important, ça aide, ça sert à fixer. Mais je dois avouer qu'il y a en France, en particulier dans la production, moi je connais surtout le documentaire, je connais mal la fiction, on ne peut pas parler, c'est pas du tout la même chose, un scénario de fiction et un projet documentaire. Mais quand on produit du documentaire, c'est vraiment, si vraiment on est dans une démarche de documentariste, comment on peut prétendre écrire un an avant ce qu'on va avoir sur la pellicule à la fin? Moi je vois parfois, il y a des gens qui écrivent des continuités dialoguées, etc. Comment ils peuvent prétendre ça? Donc l'écriture, c'est une question très, très compliquée. Quand je parle d'écriture physique, qu'est-ce qu'on décrit, de quoi on parle, est-ce qu'on parle de dispositif? Mais en fait, on se rend compte que quand on parle du dispositif, le lecteur, il ne comprend pas plus. Moi, j'aime beaucoup penser que faire un film documentaire, c'est comme aller à la pêche. C'est comme aller à la pêche. Donc, bien sûr, vous pouvez dire, alors, moi, je vais vous pêcher 4 brochets, 5 truites saumonées, et puis je vais vous les mettre dans l'ordre. D'abord, ça va être le brochet, puis la truite, etc. Et en fait, vous ne pouvez pas promettre ça. Au mieux, vous pouvez dire, bon, alors, je vais partir à 6 heures du matin et je vais aller pêcher dans telle rivière et je vais mettre un filet à tel endroit très précis et là, peut-être, j'aurai des brochets. Mais vous ne pouvez pas dire je vais avoir 4 brochets et 3 truites, quoi. Donc c'est un peu... Il y a cette question, en documentaire en tout cas, le film se fait, cette idée de serendipity en anglais, c'est-à-dire qu'il faut rester ouvert à quelque chose que vous n'avez pas écrit, justement, que vous n'avez pas prévu à l'écriture, même si au fond, on souhaite très profondément que tout ce qu'on a écrit va se passer. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai pu décrire un dispositif, par exemple, dans Saudade do Futuro, de dire on va filmer la plus grande ville au Brésil et on va raconter cela en repente, c'est-à-dire dans des joutes musicales improvisées par les nordestans, par les gens du Nord-Est, mais je ne pouvais pas décrire exactement ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que dans la pratique, on part en repérage, on tourne déjà en repérage, on prend les entretiens ou les scènes qu'on a pu filmer et on les décrit un peu dans les projets. Les problèmes, c'est qu'au moment du repérage, c'est le moment les plus intéressant, mais c'est le moment où on a le moins d'argent. Donc là, c'est ça la difficulté, c'est comment partir pour avoir ces premières images, ces premiers entretiens et pouvoir bâtir un dossier sans avoir les moyens. C'est ça, pour moi, c'est ça la difficulté. Et pour mon dernier film, qui était Songs for Madagascar, je n'ai rien écrit. C'est Marie-Clémence qui a écrit. J'ai écrit un minimum, j'ai écrit un minimum parce qu'il faut écrire pour soi. Il faut écrire pour soi, pour t'aider à trouver le film. Mais pas écrire pour les financements ou écrire pour convaincre une commission, quelle qu'elle soit. Donc, c'est Marie-Clémence qui l'a écrit pour moi, alors que c'était mon film. C'était la première fois que j'ai réalisé un film sans Marie-Clémence. Peut-être pas la première, parce qu'il y a eu aussi les films que j'ai faits sur AOPEC, mais tu étais la productrice dans les deux, en fait. Mais c'est toi qui as écrit et moi, j'ai rien écrit. On va revenir. Justement, vous évoquiez Saudade do Futuro. Ce film est apparu en 2000. Donc vous partez sur les terres de César, au Brésil. Vous faites un film dans la ville de Sao Paulo sur les migrants du Nord-Est. Et vous vous intéressez notamment aux repentistas, c'est-à-dire ces musiciens de rue qui s'affrontent dans la rue lors de joutes verbales. On va regarder un extrait et...
Je vais vous poser une question. Pobre não come arroz, pobre não come feijão. Às vezes só dorme no chão e não tem aonde morar. Você não diga isso não e tenha cuidado na vida. Ou vai ou ficou arriba, canta quem sabe cantar. Ah, o pobre falta comida, falta cama, cobertor. Olha o pobre trabalhador, no Brasil não pode morar. Mas quem eu era ainda sou e tem tudo e não falta nada. Só não vi a vaquejada que a chuva não vai deixar. Eu quero ver a vaquejada enquanto está derramando. A gente fica cantando e deixa a chuva molhar. Seu cara de buchada, tenha cuidado na vida. Ou vai ou ficou arriba e canta quem sabe brincar. Ah, você veio da Paraíba, ô véia da cara lisa. Eu vou lhe dar 2 filhas, seu couro vai voar. Você vai levar um tigre que eu não tô lhe maltratando. Um bicho besta, eu tô brincando, espera que eu vou te ajeitar. Ah, você tá rebudejando, ô cabeça de batata. Veinha da venta chata, quem chamou você pra cá? Olha, ele tem uma coceira que é triste e ruedeira. Só coça por detrás, ele pegou no brás. Sabe mais de que pimenta, quem sentar onde ele senta 2 minutos a bunda cai. Beira-mar, beira-mar. Eu vou atrás de tudo, só vai devagar. Mostra que tu é poeta, que sabe cantar bonito. A respeito e o palito, que tem linguagem completa. Tu és uma pateta, você não sabe cantar. Hoje eu vou lhe pregar e eu vou dar 4 lapadas. Depois eu 4 facadas e mandar você viajar. Para de cantar devagar e você não canta onde eu canto. Você não planta onde eu planto e nem mora onde eu morar. Para, piripiri. Tirei de lá, botei daqui, botei pra lá. Para, piripipoca. Vi tua mãe de coca agarrado na mandoca do final vai dançar. Ei, peraí. Não, nessa não, Terezinha. Aí eu não tô gostando. A cantoria não é desse jeito, não. Desse jeito é valendo tudo. Quer dizer que é valendo tudo? É valendo tudo. Mas você não me avisou que era Não, valendo mas tudo? agora é valendo tudo. Se eu soubesse que você ia me lascar aqui, eu tinha me lascado em Lascar casa. não, rapaz, eu fiz meu Ah, na trabalho. cantoria. Vamos cantar mais um? Vamos cantar mais um. Então vamos lá. Vamos lá. Vous évoquiez précédemment justement la question de l'écriture, jusqu'à quel point on peut écrire des scènes dans le cinéma documentaire. Et justement, cette scène nous interpelle énormément et on voulait savoir comment elle a été tournée et jusqu'à quel point vous êtes intervenu pour créer les conditions de possibilité de cette scène qui est assez extraordinaire. Alors, sur Saudade do Futuro, on parlait d'écriture tout à l'heure, il a été assez écrit quand même. Le dispositif était le suivant, et j'utilise exprès le mot dispositif, c'est-à-dire que ce qu'on avait proposé, c'est faire un portrait de cette ville. Comment faire un portrait de la plus grande ville d'Amérique du Sud, immense. Et 2, c'était le faire à partir de la création Les Joutes musicales improvisées des migrants, donc qui sont un peu, oui, c'est les migrants les plus pauvres, c'est les gens qui sont un peu discriminés toujours. Nous, on savait, parce qu'on avait fait avec Au Guerrier du Silence, on avait fait un travail avec des repentistes dans le Nord-Est, et donc on savait qu'il y avait une communauté de repentistes à São Paulo. Donc c'était ça la proposition. Après, en repérage, pour revenir à la question de Jeanne, on est allé vérifier qu'il y avait bien des endroits où on faisait du repente à São Paulo. On est allé chercher dans les quartiers, dans les banlieues et tout, à quel endroit les poètes du Nord-Est se rencontraient pour faire des joutes musicales. Et après, il y avait ce double truc, la narration, cette oraliture qui sont les joutes musicales improvisées. C'est pas écrit, ça, jamais. C'est de la création orale instantanée. C'est comme, maintenant les jeunes, ils appellent ça le slam. On n'écrit pas. Il y avait à la fois ça, mais quand même, c'était un portrait d'une ville. Donc, nous, on savait qu'il fallait un portrait d'une ville. Il y a, je ne sais pas moi, il y a les réseaux routiers, il y a la nourriture, il y a les transports, il y a un certain nombre de choses qu'on avait catégorisées et qu'on voulait filmer. Le métro, enfin, il y a la gare, l'arrivée du migrant. Et
Et donc, non, c'était pas si écrit que ça. Hein. C'était juste, monsieur, est-ce que vous voulez bien participer à la création de joutes musicales et être filmé? Oui, oui, d'accord. Et d'ailleurs, pour répondre à cette question, on avait le problème, parce que c'est une grande ville, donc filmer des joutes musicales improvisées où il y a 2 chanteurs avec tambourin et voix dans la rue, où il y a plein de bagnoles, plein de sirènes de flics et tout autour, c'était un très grave problème pour le son. Donc, au bout d'une semaine de tournage, on a dit « Ah, ben, on va les amener dans un studio ». On avait trouvé un studio partenaire. Et en fait, là, on s'est rendu compte que quand on les mettait dans un studio très bon et tout, eh ben, il ne se passait rien du tout parce qu'il n'y avait personne qui puisse inspirer les vers et les rimes et tout ça. Donc, une fois qu'on fait une rime sur le micro et le casque de l'ingé son, c'est fini. Donc, c'est intéressant que... Enfin, ce film, c'est un film sur l'improvisation. Tout est sur l'improvisation. Et concrètement, je me permets de rebondir sur... Je voulais dire un truc par rapport à la technique. C'est que par rapport à la technique, oui. Tu veux que je parle plus fort, peut-être? Non, ça va. C'est que à nos débuts, c'était des choses qu'on savait aussi, on s'était dit avant de faire notre premier film, c'est que la technique ne devrait jamais gêner la réalisation du film et surtout les rapports avec la personne interviewée. Je me souviens qu'à São Paulo, j'avais un très bon ingénieur de son, très grand, avec son grand micro poilu, et c'était la chose qui se voyait partout, la première chose qui se voyait dans la rue. Et donc, tous les gens venaient en marchant comme ça, en regardant vers les micros. C'était très gênant pour nous. Et João, il voulait arrêter les travaux dans les immeubles en construction pour qu'on puisse enregistrer les repaints. Et moi, j'ai dit non, il faut que nous, on s'adapte toujours. C'est pas eux qui vont changer leur vie pour qu'on puisse se filmer. Et je voulais dire un truc aussi par rapport à l'écriture. Je me souviens très bien avoir écrit, décrit les débuts du film. Je savais que je voulais filmer des nuits. Parce que moi, je suis de Rio. C'est une ville très, très belle. Quand on parle, on fait appel à des poètes, à des chanteurs, à des peintres. Mais quand on parle de São Paulo, c'est tout de suite les chiffres, la quantité d'habitants, la taille de la ville. Et donc, São Paulo, elle est belle que la nuit, pour moi. Comme elle était maquillée, par exemple, très bien maquillée, quoi. Et effectivement, les montages commencent par la nuit, on descend sur São Paulo, on filme depuis un zeppelin, non, je ne sais pas comment on dit en français, publicitaire, des goodyears, qui nous a prêté, et on a fait ces images de nuit. Donc, l'écriture aide énormément aussi à trouver au moins les débuts d'un film. Et on était un peu perdus en faisant ce film pendant les tournages. On ne savait pas par où le prendre, par où prendre la ville. Et finalement, on a trouvé une phrase de Walter Benjamin qui a dit il faut se perdre dans une ville comme on se perd dans une forêt. Voilà, et c'est comme ça qu'on a trouvé les films. On a raconté surtout des parcours par métro, par hélicoptère. On voulait filmer, par exemple, les transports des fonds à São Paulo se font par hélicoptère. Bien sûr, on n'a pas eu l'autorisation, mais on a pu filmer un hélicoptère de loin pour transporter, je ne sais pas, des diamants ou autre chose. Mais voilà. Non, justement, concrètement, en fait, on est curieux parce qu'on en a pas mal échangé de savoir si sur cette scène, il y a une intervention des cinéastes pour faire rencontrer ces 2 personnes, ou ne serait-ce que pour demander à cette dame d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a une forme d'intervention de votre part ou pas du tout? Non, absolument pas. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit César tout à l'heure. Je ne me souviens pas de son nom exactement, mais un jour, on a rencontré dans un festival en Argentine un jeune cinéaste. Il avait fait Liberdad, là, son nom m'échappe, mais c'était son premier film.
Et il disait cette chose, est-ce que vous faites du documentaire ou de la fiction? Les journalistes lui posaient la question. Et il a répondu cette chose magnifique qui va dans le sens de ce que dit César. Vous savez, la différence entre le documentaire et la fiction, c'est que dans la fiction, le personnage est au service de la caméra, et dans le documentaire, la caméra est au service du personnage. Et donc, nous, on a toujours fait ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait répéter quoi que ce soit. On a juste dit, il y a une séquence d'ailleurs dans Saudade où on dit ça, on explique toujours aux gens ce qu'on fait. C'est, écoutez, on fait un portrait de la ville à travers les repeints. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec nous pour nous parler de Sao Paulo? Et donc, en fait, les gens, à chaque fois, chantaient Sao Paulo. C'était assez court, en fait, ce qu'on leur demandait. Oui, effectivement, j'ai remarqué que les gens ne se rendent pas compte, mais dans nos films, il n'y a rien de répété, il n'y a rien de mise. Je ne dirige pas. Quand on me demande qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas quoi répondre. Je n'ai pas l'imagination très développée pour dire, voilà, il faut faire ceci, cela, et on va te filmer comme ça. Tout est pris sur ce qui se passe. Il y a toujours, on affecte toujours la personne filmée. Hein. Il sait qu'il est filmé. On n'est jamais caché, je ne mets pas des images volées. Je suis très proche de la personne qu'on filme. Il sait qu'il est filmé, donc voilà. Mais et ce qui m'intéresse, enfin ce qui nous intéresse, Marie-Clémence et moi, ce n'est pas du tout les sujets. J'ai un gros problème avec ça, c'est que souvent dans les documentaires, par exemple, beaucoup des journalistes, des critiques, quand ils doivent parler d'un documentaire, ils racontent les sujets. Les sujets ne m'intéressent très peu, ils m'intéressent très peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on raconte, comment on aborde cela, comment on regarde, quel regard on pose, quelle écoute on pose avec les gens qu'on filme, quoi. C'est une question de partage aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée qu'avec la personne qu'on a là, qu'on filme, il y a vraiment une idée de cette personne a envie de nous donner quelque chose. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner ce quelque chose et que nous, ensuite, on va partager? C'est-à-dire on est comme une sorte d'intermédiaire entre ce personnage qui... Alors, je reviens au début de notre discussion, hein, ce personnage aussi édenté, aussi pieds nus, aussi pauvre soit-elle, a quelque chose à partager avec nous. C'est ça qui nous intéresse. Et nous, on est entre eux et l'écran. On va faire en sorte que cette chose qu'ils vont nous donner, qui est merveilleuse, arrive sur l'écran un jour et arrive surtout là, le plus important, c'est arriver là. Là où vous êtes, dans votre fauteuil, dans vos oreilles, dans votre cœur, quoi. Donc c'est vrai que ça pose un problème, ça. Enfin, je reviens sur cette question de l'écriture. Ça pose un problème, ça, quand on est dans une logique de production où vous avez, par exemple, des chaînes enfin des chaînes surtout. Puis maintenant, il y a un peu les financeurs aussi qui viennent mettre leur nez là, que vous êtes obligé de rendre ce que vous avez promis de donner 3 ans avant. Pour revenir, par exemple, au Guerrier du silence, qui est notre deuxième film, il prend racine dans la fin d'Angan Angan, parce qu'à la fin d'Angan, il y a un vieux qui dit « Ah, merci beaucoup d'être venu enregistrer ma voix. Les contes, voilà, c'est l'héritage des oreilles. Il faut que vous ameniez ça partout. C'est pas que pour notre pays, il faut que tous les autres pays entendent. » Ce vieux, au fin fond de Madagascar, il avait dit une chose tellement forte, tellement profonde, qu'on l'a pris au mot, en fait. Et le deuxième film, on a littéralement fait ça. On est allé chercher les cultures orales dans des endroits complètement... et les mettre ensemble. Et bon, on part en Laponie pour chercher des contes, entre guillemets, sur la nature. Et donc, on trouve une traductrice qui nous traduit directement de l'anglais vers le lapon et tout, et on fait en repérage. Et on demande aux gens, racontez-nous des contes sur la nature. Et à chaque fois, les gens nous disaient, ah oui, mais
Là, il y a John, l'autre jour, il s'est acheté un nouveau skidoo, il est tombé en panne d'essence, et il y a Paul qui a dû l'aider, aller jusqu'à la station, lui ramener. Et puis toutes les histoires étaient des histoires de skidoo et de stations d'essence et tout. Et on dit, non mais attends, il y a un problème à la traductrice. On lui dit, écoutez, il y a un problème, nous on veut des contes sur la nature et vous nous racontez des histoires de stations d'essence, ça va pas. Et on a passé toute la nuit, à discuter, mais oui, mais non, c'est ça. Et en fait, on comprend, César au moi, au bout de la nuit, qu'en lapon, le mot nature et être humain, c'est le même mot. Et donc, la nature, c'est pas quelque chose que vous regardez là par la fenêtre. Ah oui, tiens, la nature, c'est très joli, je vais aller me promener dans la nature. Non, toi, tu es nature, tu es le premier nature. Tu fais complètement partie du truc. C'est pas une chose extérieure. Et donc, ce jour-là, notre projet de film qui était sur les contes à travers le monde, ça a complètement changé. Et c'est devenu, pour connaître ce lien entre la nature et la langue, c'est qu'en fait, tu ne peux pas préserver la nature si tu ne connais pas toi-même ta langue qui naît. Enfin, il y avait toute une chose qui n'était absolument pas prévue à l'écrit. Tu es d'accord avec ce que je dis là ? Les neiges, par exemple, en lapon, en saami, parce que je n'aime pas qu'on les appelle lapon. En saami, il y a 146 mots pour dire neige. Il n'y a pas les mots génériques, parce qu'il y a 146 différents types de neige. Et si tu ne connais pas ça, tu vas te planter dans la nature. Et oui, curieusement, on a trouvé au Brésil des Amérindiens, les Funiós, du nord-est du Brésil, dernier groupe du nord-est brésilien qui possédait encore sa langue maternelle. Tous les autres groupes avaient perdu, ils étaient tous clochardisés, alcoolos, prostitués, tout ce que vous voulez. Et les Funiós, ils avaient encore leur langue parce qu'il fallait connaître cette langue pour participer à un rituel qu'ils font tous les 3 ans. Il fallait connaître la langue, quoi. Donc, peut-être c'était la raison pour laquelle ils ont gardé leur langue. Donc, on a eu, dans 2 extrêmes, des histoires qui s'est rencontrées alors que l'un ne connaissait pas l'autre. Mais j'ai eu le plaisir de les présenter, les Saami et les Funiós, dans la première réunion pour la planète qui était à Rio en 92, et où le Guerrier du Silence a fait l'ouverture des films français à cette occasion. C'était la COP 01, quoi. Nous allons regarder maintenant un extrait de l'Opéra du bout du monde. Dans ce film, vous suivez le processus de création d'un opéra racontant la rencontre des habitants autochtones de l'île de la Réunion et du Madagascar avec l'homme blanc. Cette opéra est faite avec des comédiens et des chanteurs de l'île. Vous les suivez dans une aventure qui va les mener un peu dans tous les confins de l'île et qui va terminer d'ailleurs à Paris, lors d'une dernière représentation. Pour contextualiser, dans cet extrait, un ancien raconte les origines de peuplement de Fort-Dauphin et s'ensuit une séquence qu'on va vous laisser découvrir. Araka ny tantaran-tanosy, mirahalahy ry Ramia no avy any Meka nandeha aty Madagasikara. Miaraka boty zay lalana. Misy koa vahoaka sasasasa andiaraka aminazy, Masianaka. Avy any Lameka. Ary efa nisy olona talohany Zafiramia tonona teto. Ny Zafiramia ne olo vahiny, étranger, olo vahiny reo. Da io ary ny nipoiran'ny Ramaka. Eka, razambeny any Ramaka, razambeny miaraka amin'ireny.
En regardant cet extrait, on s'était posé une question, même si j'ai l'intuition que vous avez partiellement répondu déjà, mais on se disait, est-ce que dans tous vos films, il y a beaucoup d'images de la vie quotidienne, dans les villes, dans les villages, et est-ce que vous partiez en tournage avec des motifs préconçus de ce que vous vouliez chercher, ou est-ce que vous vouliez toujours vous laisser surprendre par le hasard de la ville, du village, de ce que vous propose la journée du tournage en question? César, l'image, c'est pour toi, vas-y. Ok. Disons qu'il y a toujours un dispositif, on décrit un dispositif de base. J'imagine effectivement des choses qui peuvent arriver, mais la réalité a beaucoup plus d'imagination que moi. Donc je suis toujours surpris, agréablement surpris par ceux qui arrivent, par ceux que voilà. Donc, comment répondre à ça? L'Opéra du bout du monde, c'était très compliqué comme processus parce que l'opéra, c'était compliqué de monter un opéra. Vous savez, il y a les chanteurs, il y a un orchestre. Elle a été montée à La Réunion d'abord, donc avec un orchestre à La Réunion, avec des chanteurs des Madagascar qui sont venus à La Réunion. Après, à Madagascar, ils avaient tous les chanteurs qu'il fallait, mais les musiciens malgaches ne connaissent pas forcément les notes de musique. Donc, il fallait qu'ils apprennent presque par cœur, à l'oreille, quoi, comme ils disent. Et donc, il y avait beaucoup de complications. Après, c'était dur qu'ils viennent jusqu'à Paris aussi, avec un opéra des îles. Donc, les gens ne considéraient pas ça comme un vrai opéra, quoi, parce que surtout, c'était un premier opéra, César. Parce que surtout, le lien quand même avec l'oralité, c'est que ce compositeur, Jean-Luc Trulès, c'est quelqu'un qui est arrivé à la musique. D'abord, il faisait de la musique à l'oreille et après, il a passé tous les examens pour pouvoir transcrire sa musique et tout. Mais à la base, lui, c'est quelqu'un qui vient de la musique orale, du Maloya. Et oui, donc, au début, à La Réunion, je ne sais pas si c'était la DRAC ou la région, ils ont dit, mais tu ne peux pas diriger cet orchestre, il faut faire venir un chef d'orchestre des métropoles. Alors, le gars est venu, il a regardé la partition, il a dit, mais je ne peux pas diriger ça, c'est trop chaloupé, je ne sais pas quoi, enfin bref, il n'arrivait pas, il n'a pas pu le faire, et finalement, c'est Jean-Luc Trulès qui a eu l'autorisation de diriger son propre opéra. Il a appris aussi à le faire, quoi, dans la règle des arts. Et il a dirigé. Donc c'était très compliqué, mais même pour trouver les films, par où on commençait l'histoire? Est-ce qu'on commençait l'histoire par les Arabes au 5e siècle qui arrivent à Madagascar? Comment expliquer à des Européens que l'histoire de Madagascar n'est pas commencée en 1895 avec l'arrivée des Gallieni, il y avait un royaume, et ces royaumes, ils échangeaient avec l'Angleterre, la reine d'Angleterre, avec les Japon. Il y avait tout ça avant l'arrivée des Gallieni. Bon, c'était compliqué, donc on ne savait pas par où prendre, comment commencer, quoi. Et par rapport à l'image, c'est vrai qu'il y a à la fois une liste d'images qu'on sait qu'il faut avoir, mais on est complètement comme des chasseurs, hein. On est à l'affût. Et après, par exemple, quand on filme dans les tropiques, on est assez strict sur le fait de filmer avant 10h du matin, jamais filmer entre 10h et 14h, jamais de la vie, c'est juste une folie de faire ça, c'est-à-dire quand même planifier pour que les plages de tournage soient au moment où la lumière soit la plus belle. Enfin, c'est assez fort. Et puis, alors nous, on a la chance parce que César, il fait les images. On a une vraie... Enfin, moi, j'ai vraiment la sensation qu'on a quand même une certaine connivence là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se dire quand il est... Moi, je regarde toujours au-dessus de la caméra, par exemple, je ne regarde pas à l'intérieur, mais je peux lui dire, attention, à droite, il y a quelqu'un qui arrive.
Et comme il fait souvent des plans séquences, il comprend que si je lui dis c'est vrai. Enfin, il fait pas, il croit bien que c'est vrai quand il y a quelque chose d'important qui se passe à droite. Mais oui, il est très libre de faire les plans séquences. Clément, c'est vrai que j'ai un peu aveugle. Parce que quand on regarde dans la caméra, on est limité à ce qu'on voit. Et j'aime beaucoup quand elle est là parce que on se comprend très vite. Elle dit un mot. Je ne comprends pas les malgaches aussi bien qu'elle comprend les portugais. Parce qu'on a vécu ici à Rio 2 ans, donc elle a appris à parler portugais très bien. Et moi, je connais un peu les mots en malgache, je comprends de quoi on parle, mais pas la finesse. Des fois, elle dit juste un mot et je sens que c'est intéressant, quoi. D'ailleurs, je pense que pour les gens, parce qu'on a rarement, peut-être une seule fois où on s'est retrouvés tous les deux tout seuls pour l'Opéra du Bout du Monde, je crois, où on a fait les repérages tous les deux seuls. Mais en général, on a une équipe. On a toujours un ingé son, un assistant, image, enfin, ça dépend si on pellicule ou pas. Et ça, cette connivence-là, parfois, pour revenir à réaliser à deux, ça peut être un problème pour l'équipe en tournage. Et je sais que, par exemple, sur Au Guerrier, il n'y avait pas forcément besoin de 4, mais comme j'avais vécu une expérience dans Gano, je me souviens que je m'étais dit il faudrait quand même que l'ingé son il ait un ami assistant, et j'ai bien fait parce que c'était très dur la Laponie en fait, pour que ça soit pas 3, ça soit nous 2 plus l'ingé son, que ça soit pas exclusif, parce que on tourne quand même des films dans des endroits de brousse très lointaines, souvent, où je sais pas, à plusieurs heures de marche, enfin que c'est loin. Et donc, on est un peu isolé dans un tournage comme si on était dans un bateau, quoi. Et que donc, ce rapport dans l'équipe, il est très important, surtout parce qu'on va filmer des gens qui ne sont pas des acteurs professionnels, et que si ça ne va pas bien dans l'équipe, les gens, ils le sentent. Enfin, mais pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il y a une idée de... Je sais pas, les jeunes disent une vibe, quoi. C'est très important que cette vibe elle soit très bonne, parce que on joue avec le réel quand même, c'est la vie des gens. Et donc cette question de la connivence dans l'image, pour moi c'est une grande chance d'avoir, par exemple même sur le film que j'ai réalisé toute seule, d'avoir César, parce que j'avais besoin de presque rien dire. Enfin voilà, je faisais complètement confiance aveugle. Je n'avais pas besoin de dire, alors tu restes sur elle, tu ne coupes pas si jamais elle s'arrête de parler. Voilà, c'est assez... Ça, pour le coup, César, plus que moi, il est ce qu'on appelle filmmaker. C'est-à-dire qu'il réalise et il fait l'image en même temps. Mon rêve est de pouvoir un jour faire le son toute seule. Mais c'est très difficile, ça. Ça serait vraiment mon rêve. Mon rêve, c'est que toi, tu fasses le son. Oui, mais moi aussi, j'aimerais bien, mais pour l'instant, peut-être bientôt, quand je serai grande. Avant d'évoquer... pardon, c'est ça. Avant d'évoquer Faavalo, je crois une question sur la musique. Oui, j'ai juste, avant de passer vraiment à Faavalo et à comment vous collaborez tous les ensemble, j'ai une question autour de la musique, parce que finalement, dans tous les extraits qu'on a vus depuis tout à l'heure, on voit qu'elle a une place bien présente dans sa mélodie, dans son rythme, mais aussi dans ses paroles, et plus que ça encore, elle est devenue le fil rouge de vos films Maaleo en 2005, L'Opéra du Bout du Monde en 2012 et Songs for Madagascar en 2016. Et elle en devient même le sujet. Saudade do Futuro en 2000. Oui, Saudade aussi, c'est musical. Oui, c'est vrai, c'est musical, mais c'en est... Oui. Et du coup, qu'est-ce qui vous attire tant dans la musique pour que vous fassiez votre narration avec elle et qu'elle prenne une telle place dans votre cinéma? Pourquoi? Oui, je crois que c'est à moi de répondre à ça. Disons que, moi, j'adore la musique. Je suis mélomane. J'adore le jazz. Je collectionne la musique brésilienne. J'adore la musique africaine. Je ne connais pas trop un classique, mais j'aime aussi.
Et je trouve que c'est un moyen justement de narration qui va bien avec l'oralité et avec les documentaires. Je me suis rendu compte que, par exemple, avec Saudade do Futuro, que c'est les premiers films vraiment musicaux, l'idée, c'était même de... Vous savez, pour Saudade, on a eu une coproduction, je me souviens, ou après achat, de la chaîne Mezzo. Parce qu'on avait mis je crois que dans le projet un opéra urbain. Et donc, peut-être c'était les mots opéra urbain qui nous a amené Mezzo, quoi. Mais j'ai trouvé que c'est un moyen de toucher un public beaucoup plus large que le public, disons, qui vient juste voir un documentaire. Enfin, voilà. Et j'adore filmer la musique, j'adore filmer en écoutant de la musique. C'était même un problème avec l'Opéra du bout du monde parce que j'adorais filmer les répétitions. Et Marie-Clémence, qui jouait son rôle de productrice, me disait, mais tu ne peux pas tourner des heures et des heures et des heures et des heures. Mais quand la musique était bonne, c'était tellement bien de faire ça, quoi. Donc, j'avoue, mais à coup pas. Non, la musique a un effet totalement hypnotique sur César. Donc, quand il filme et que la musique est bonne, c'est terrible. Alors, quand on est en vidéo, c'est pas très grave, mais quand on est en pellicule, c'est très, très grave. Après, moi, j'aurais, pour compléter sa réponse, ce qui est juste, on s'est beaucoup intéressé à toute la place de la musique dans l'oraliture. Je réutilise ce mot que j'aime beaucoup. Par exemple, les joutes musicales improvisées de Saudade do Futuro. En fait, la musique impose des règles extrêmement strictes, c'est-à-dire c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste des rimes de fin, c'est des dodécasyllabes, enfin, et c'est la musique qui permet à ces improvisateurs de rester dans les clous. C'est parce qu'il y a une musique que les rimes vont rentrer. C'est un peu comme ça dans nos films, et pour moi la musique elle a un rôle totalement central depuis, même je dirais moi depuis Bouillon d'Awara. C'est que au guerrier du silence, même. Au guerrier même, ouais, au guerrier aussi. C'est que la musique, ça touche le cœur, l'âme. Enfin, c'est-à-dire que dans le cinéma qu'on fait, l'important c'est de toucher les gens, de bouger les lignes légèrement. On n'est pas là pour raconter un truc qu'on a vu 100 fois à la télé. Puisque l'ambition, c'est d'aller bouger les lignes un peu sur qu'est-ce que c'est Madagascar, qu'est-ce que c'est le Brésil, qu'est-ce que c'est l'oralité. La musique a ce pouvoir, cette capacité de toucher là. C'est-à-dire que souvent, moi, j'ai cette cette tendance à classer les films. Vous avez les films qui touchent là. Vous avez là 40 000 informations, c'est très cérébral, on vous explique pourquoi c'est très sérieux et tout. Vous avez les films qui vous touchent là, c'est-à-dire Hollywood, qui vous visse dans votre fauteuil, que vous ne pouvez même pas bouger, tellement ça vous visse là aux tripes, littéralement. Et puis vous avez les films qui vous touchent le cœur, c'est-à-dire des films avec lesquels vous grandissez, des films que vous plus jamais ne quitteront votre mémoire, des films qui font partie de votre vie, quoi. Que vous, comme des gens qu'on connaît. Moi, il y a des films qui m'accompagnent, il y a des séquences de films que j'ai vues il y a 30 ans, et ça reste là. Et peut-être c'est ça, la mémoire du cœur, c'est peut-être ça ce qu'il y a de plus important, en tout cas en documentaire. Après, en fiction aussi, mais dans le cinéma, cette dimension-là m'intéresse. Et alors là, la musique, c'est son rôle central, en fait. Du coup, on va revenir à ce que vous avez un peu abordé, votre réalisation à deux. Et on va notamment regarder un extrait du film Faavalo, Madagascar 1947, que vous signez toute seule, Marie-Clémence. Et c'est la première fois. Enfin, César l'avait fait aussi pour un autre film, mais voilà. Et donc, il va retracer l'insurrection de 47 à Madagascar contre les autorités coloniales françaises à travers les différents récits des témoins qui restent, des photos et aussi des films d'archives. D'ailleurs, c'est la première fois que vous mettez des archives dans votre travail. Du coup, on va regarder cet extrait-là. Taxi Bruce ti manga dol César rehefa manga be ohatrany io dia
taxi bus ny metsinana zany. Na metsinana na manjakandriana metsinana ny. Ah, d'accord. Arakaraka ny lokony zany. Ah, Ah bon? On va passer à Carillon. Carillon, c'est La gare. C'est la gare, oui. Ce train a été utilisé énormément par la rébellion. En 1947, on disait les Faval. On appelait Faval les rébellions, les gens qui se rebellaient. Doucement, ça, l'automobile. Il n'était pas Faval, non Faval, hein. Ennemi. Ennemi. Mais tout le monde disait les Faval. On disait Faval ou... Même les Malgaches. Oui, c'est surtout les Malgaches, on les mettait dans une catégorie. Ah, ce sont des Faval. Des Faval des Français. Il aurait fallu continuer Faval des Français. En fait, ce qu'on trouvait intéressant dans cet extrait, c'est qu'on voit comment vous êtes ensemble dans la création d'un film, comment vous êtes intime, comment vous êtes là par votre voix et par votre présence, et comment vous êtes complice dans la réalisation. Pour autant, ici, vous signez ça seul. Du coup, on aurait aimé savoir comment vous répartissez les rôles dans la création de vos films, et pourquoi ce choix-là sur ces derniers films, et comment ça s'organise en tournage. Et d'ailleurs avant aussi, hein, sur toutes les étapes. Non, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est une relation qui a évolué beaucoup sur ce temps. Quand on a commencé, on avait votre âge en fait, peut-être un petit peu moins, mais à peu près ça. Et pour nous, ça ne faisait pas de doute qu'on faisait tout à deux, mais alors on faisait vraiment tout à deux. Je me souviens qu'à l'époque d'Angano, on écrivait chaque phrase ensemble, n'est-ce pas? Dans le dossier, on faisait mais tout à deux. Et on a très vite compris que pour l'extérieur, pour les autres, dehors, c'était pas possible ça. Il fallait même si c'était pas vrai dans la pratique, il fallait, pour que les autres puissent nous comprendre, nous lire, dire elle est productrice et lui, il est réalisateur. C'est comme ça que, enfin en tout cas, moi j'avais compris assez vite que les co-réalisations, ça faisait peur. C'était même dans certaines chaînes de télé, c'était carrément rédhibitoire. Si vous étiez en co-réalisation, a fortiori un couple, oulala, c'était dangereux parce qu'ils vont se disputer, etc. Le film ne sera jamais livré et tout. Donc, après, ça a évolué. Donc, on a fait de plus en plus une répartition des tâches. Moi, je ne me suis jamais attaquée à la caméra parce que César le faisait très bien. Donc, je n'avais pas du tout senti le besoin de m'intéresser à ça. Mais je suis allée plus, vers la production, c'est vrai. Après, dans la salle de montage, on est complètement ensemble, en général, sur les films. On est très ensemble. C'est dur. Hein? Et là, c'est très dur. C'est très dur. C'est vraiment très dur. D'ailleurs, c'est tellement dur que maintenant, on fait chacun son film. Non. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que cette relation, elle a évolué. Et je dois avouer que sur Faval et même sur Song, c'est-à-dire sur Song, c'était très clair que c'était le film de César. Voilà, je produisais, il réalisait, il était avec son film, il décidait tout seul. Et pour Faval, c'était très clair que c'était moi qui réalisais, mais il faisait l'image. Après, sur Faval, il y a des nouveautés, c'est que les enfants ont grandi et les enfants sont rentrés dans la fabrication du film aussi. Donc là, il y a Thiago, par exemple, qui est dans la salle, là, qui était assistant réalisateur sur tout le film, sur toute la durée de la production du film, jusqu'à l'exploitation. Et puis, il y a Gabriel, qui est rentré dans l'équipe de montage, qui était co-monteur. Et donc là, c'était très nouveau pour moi. Parce que de passer d'une relation
de faire un film avec son mari, de faire un film avec ses enfants. C'est comment dire? Mesdames, je pense que vous me comprenez. C'est difficile. C'est difficile, c'est super, mais ça peut être très difficile aussi parce que c'est... ouais, non, c'est difficile. Mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que vous savez qu'ils ne vous mentent pas à jamais. C'est pour ça que c'est difficile. C'est que c'est d'une sincérité dont on n'a pas forcément besoin tout le temps, quoi. Donc là, c'était nouveau. Il y a dans la salle aussi quelqu'un qui je voudrais, avant que ça, parce qu'après le temps passe, il y a Agnès Contansou, qui, oui, le temps passe, qui a aussi été longtemps quelqu'un qui nous a beaucoup aidé à... c'est comme le balancier dans une balance, c'est-à-dire que Agnès, elle a monté avec nous le bouillon d'Awara, Saudade do Futuro. Donc, c'est d'être vraiment l'arbitre dans la salle de montage. Elle pourrait en parler, parce que c'est quelque chose aussi d'assez fort, je pense. Ça devait être très dur, par moments, très, très dur à supporter aussi, parce que quand on est mari et femme, on se dit les pires horreurs aussi. On ne se contient pas avec la bienséance et on peut se dire des choses absolument atroces. Donc, c'est vrai que le montage, vous le signez à 2, mais en fait, avec Agnès, donc à 3. Oui, voilà. Alors après, il y a eu, par exemple, sur Songs, il y a eu des nouveaux... il y a des nouvelles collaborations. C'est-à-dire que comme Agnès est allée plus vers la distribution, etc., en fait, depuis l'Opéra du bout du monde, ça a un peu changé, mais on travaille toujours ensemble sur les films. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que finalement, ce qui compte, c'est le film. J'ai envie de dire que ce qui compte le plus, c'est pas la réalisation, c'est pas la carrière, c'est le film. C'est le film. Enfin, pour nous, ça a toujours été très évident que le film, il avait presque sa propre vie, quoi. Oui, César. On s'était dit que quand on n'était pas d'accord, les plus importants, c'était les films. Donc parfois, il y en a un qui quitte la salle de montage, il va prendre un peu de l'air, et après on trouve une troisième solution, parfois, qui résout tout. Et en fait, les contraintes sont très fertiles aussi. Donc, voilà. Donc, on s'était toujours dit, c'est les films qui comptent. Mais alors, moi, je voulais dire aussi que, effectivement, au tout début, on faisait tout ensemble. C'était peut-être plus facile parce qu'on était attirés on regardait dans la même direction. Il y avait toutes ces choses par rapport au colonialisme, au regard du nord au sud. Donc, ça nous unissait énormément. Après, c'est vrai que la musique, par exemple, je suis plus sensible, peut-être, plus attaché à la musique. Marie-Clémence, c'est plutôt l'histoire de Madagascar. Et effectivement, quand nous avons mis 6 ans pour faire l'Opéra du bout du monde. Donc, je ne voulais pas répartir tout de suite sur un autre projet à Madagascar. Et Marie-Clémence était très tentée de se plonger dans les archives. Elle a passé des mois et des mois au fort des Vincennes à chercher dans les archives militaires. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, je l'ai dit, je pense, fais-le le film, toi, dirige. Et j'ai adoré de faire que l'image. Parce que j'ai pu m'éclater, je me suis mis au service du film, toujours, de Marie-Clémence. Et je n'avais pas de soucis de trouver des moyens, d'argent. Je n'avais pas les soucis des prods, quoi. Ou de réalisation non plus. Hein? Il n'y avait pas que la production, il y avait la réalisation dans le sens où... Oui, non, mais enfin, j'ai essayé de faire le mieux possible avec les images. J'ai adoré travailler avec les archives aussi. C'est très important et j'aimerais retravailler d'ailleurs avec les archives. Dès le départ, vous avez fondé votre propre société de production, Latérite, et à partir de 96, 96, vous allez aussi pouvoir coproduire avec Cobra Film, société belge, qui fait que la plupart de vos documentaires sont des coproductions. Et effectivement, vous tenez aussi à cette indépendance qui vous permet, j'imagine, de faire les sujets que vous voulez, comme vous voulez. Oui, non, cette indépendance... Même si c'est difficile
de travailler avec les chaînes, que ce soit en France ou en Belgique, même si la RTBF vous aime bien. Oui, non, enfin, ça fait longtemps maintenant. Hein. Je crois que ça fait assez longtemps qu'on ne travaille plus pour la télé. En tout cas, avec la télé, ça fait longtemps parce que ce à quoi on s'intéresse, c'est pas forcément dans les priorités des cases, comme ils disent. Et donc, la collaboration avec Cobra Film, elle est totalement fondamentale pour nous. Très importante. Très, 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 parce que Cobra nous a toujours... On a rencontré Cobra après au Guerrier du Silence. Et c'est aussi un duo. Voilà, Anne et Daniel. Maintenant, Anne vient de mourir. C'était aussi un duo. Oui. Mais Anne et Daniel, ils font des films ensemble sans être en couple. C'est ça la différence. Ils n'étaient pas un couple, ils étaient deux monteurs profs à l'INSAS. Là, Anne Deligne et Daniel Devalque. Voilà, ils ont fait des films formidables. Et on les a rencontrés au moment de Bouillon d'Awara, donc le 3e film. Et c'était formidable. Grâce à Micheline Créter. Oui, grâce à Micheline Créter, qui nous a présenté. Et Micheline Créter, qui était la dame responsable du cinéma francophone, une grande dame, une grande amatrice de documentaires. Je cherchais un coproducteur, en fait, pour Bouillon d'Awara. C'était indispensable pour, je ne sais plus pour quel fond. Et j'avais dit à Micheline, tu sais, j'ai rencontré telle personne. Elle m'a dit, ah non, pas du tout, je vais vous faire rencontrer quelqu'un. Pas du tout, ça ne correspond pas du tout. Elle m'avait déconseillé fortement ces deux très gros producteurs. Et c'était extraordinaire parce qu'elle nous a présenté Anne Deligne et Daniel Devalque au Cinéma du Réel. Et là, mais c'était comme si on se connaissait depuis toujours. C'est-à-dire, moi, je crois beaucoup à ça. Quelqu'un disait, quand on fait une coproduction avec quelqu'un, quand on est coproducteur, parce que là, il y en a peut-être qui vont être producteurs un jour, pas nécessairement que réalisateurs, avec un coproducteur, le plus important, c'est de se saouler la gueule, d'avoir des moments comme ça, ou très extrêmes, pas juste le papier, c'est-à-dire vraiment savoir si on peut être de la même famille, au moins idéologique, que cette personne. Parce que si ça passe pas ça, et avec Anne et Daniel, mais on s'est vus 5 minutes au réel et on avait l'impression qu'on se connaissait depuis toute la vie. Et ils ont toujours été avec tous nos films. Chacun de nos films depuis a été coproduit par eux. Et c'est comme ça que nos labos sont très souvent belges. Et on adore la Belgique. Et voilà. Et c'est une très grande collaboration. Mais petit à petit, la production ne suffit pas. Et donc, vous avez aussi la distribution. Mais je laisse les étudiants enchaîner sur la distribution. Non, justement, je voulais vous interroger sur... plus récemment, vous avez distribué des films aussi bien malgaches que, je pense à Degazi, que vous n'avez pas vous-même réalisé, mais aussi vous avez commencé à distribuer des films du Congo, En route pour le milliard, de Dieudonné Amadi. D'où est née cette envie de distribuer, de commencer à distribuer également d'autres films? Non, alors en fait, on faisait nos films. Après, on s'est rendu compte que on a commencé à faire des films musicaux, donc on a produit les bandes originales de nos films. Ensuite, en fait, c'est allé par capillarité, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce qui nous intéressait, c'était bouger les lignes. C'était pas devenir un gros producteur. Par exemple, Louis posait la question de la société de production. Moi, j'ai un souvenir très clair que la société de production n'était pas une fin en soi. C'était un outil, comme on s'était acheté un Mac dans les années 80 qui nous a coûté une fortune. C'était un outil comme ça, utilitaire, pour pouvoir raconter les histoires et partager ces histoires avec les gens. Pour faire notre premier film. Aussi, parce qu'on pensait, comme on était tout jeune et débutant, qu'on n'avait pas fait d'études de cinéma, tout ça, on croyait que c'était plus facile de monter sa propre boîte pour faire un film que d'aller convaincre un producteur sur la place. Bon, voilà, on est toujours là. Mais cette idée de distribuer, c'est-à-dire on édite aussi des livres qui sont en rapport avec nos films, on produit des CD ou des captations qui sont en rapport avec nos films, et là maintenant on fait de la VOD. Et dans le cas par exemple de Adgache, alors Adgache c'est particulier parce qu'on est coproducteur quand même,
Mais Dieudo Hamadi, par exemple, c'est un cinéaste enfin, moi j'adore, je trouve absolument formidable. C'est un des plus grands réalisateurs de documentaires africains aujourd'hui. Voilà, c'était une envie de partager son travail, mais aussi dans cette idée de c'est quoi l'image de l'Afrique qu'on projette en Europe. C'est-à-dire que Dieudo Hamadi, il a eu tous ses films sélectionnés dans tous les plus grands festivals du monde, primés même, Berlin, tout ça. Le dernier... Et en fait, il est complètement inconnu des salles de cinéma en France. Donc on s'est rendu compte que voilà, c'était important de faire ce partage, pas que pour le travail de dos en soi, mais pour le cinéma documentaire et l'image. Enfin, cet échange culturel dont parlait César au début, c'est partager une autre image de l'Afrique ici. Même si c'est que dans des salles de cinéma. Et il me semble qu'en route pour le milliard sera... Pardon César, je laisse la parole, mais il me semble qu'en route pour le milliard sera programmé ici, dans le cas de Tigritude, autour du 27 février. Oui, Agnès, qui est donc maintenant notre grande programmatrice, c'est ça, c'est le 27, dimanche 27, ici, dans cette salle, donc en route pour le milliard de Dieudo Hamadi. Ah, c'est la clôture du... Je dirais qu'on est un peu... On était un peu obligé de venir à la distribution au cinéma parce qu'on s'est éloigné beaucoup de la télévision. La télévision, c'est dans le monde entier, hein, c'est pas seulement en France, mais même en Belgique. La RTBF, on a connu la RTBF à une époque où il y avait une telle liberté. Il y avait Tréfoy, il y avait, comment s'appelle l'autre dame qui l'a remplacé Carré après. blanc Il y avait sur une fond émission blanc. qui n'avait pas... Carré blanc sur fond blanc, c'était sans format, il n'y avait pas de format. Bon, aujourd'hui, ça a disparu tout ça. Donc, on a commencé à montrer nos films au cinéma. On a eu 2 distributeurs qui ont bien travaillé, mais que nous, on n'a jamais vu 20 centimes de ce film. C'était Saudade et Mahaleo. Mahaleo a fait 27 000 entrées quand même. Pour un documentaire sur Madagascar, c'était pas mal. On n'a jamais vu un centime. Donc, il a fallu qu'on commence à distribuer. Comme on ne distribue pas beaucoup de films, on n'a pas les comptes automatiques, on n'a pas l'aide automatique pour la distribution. Donc, on a commencé à distribuer d'autres films que les nôtres. Et ceci dit, on aime beaucoup l'idée d'avoir Dieudo Hamadi à Bruxelles plutôt que Tintin au Congo. C'est une blague. Du coup, en vous écoutant, on a compris un peu que vous avez tourné au Madagascar, vous avez tourné en Guyane, vous avez tourné au Brésil. Vous faites un peu un cinéma des marches, si l'on peut dire, avec une vraie volonté politique de donner voix à ces territoires reculés, pour le dire de certaine façon. Mais on se questionnait, on se demandait, est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est un cinéma de l'exil, finalement, du vôtre ? C'est un cinéma du métissage, je dirais. De l'exil, oui. Bah, tous les métis, ils sont forcément déchirés entre là. Aujourd'hui, c'est vraiment intéressant qu'on soit là, lui là-bas, moi ici. Effectivement, notre travail, ça a toujours été l'un chez l'autre. Parfois, on a été dans des territoires communs, hors sol, mais encore une fois, enfin, je voudrais insister là-dessus, c'est-à-dire c'est vrai qu'on va loin, mais pour chercher finalement quelque chose de très proche. Ça, c'est vraiment, vraiment important dans notre travail, je crois. Quelque chose qui nous parle, aussi loin soit-il. En réalisant Faval, Marie-Clémence avait l'habitude de dire cette phrase qui a été dite par quelqu'un, quand on ne connaît pas son histoire, on est condamné à la revivre. Et moi, je suis en plein dedans au Brésil aujourd'hui. Nous n'avons pas fait le travail de mémoire sur la dictature militaire des années 70-80, 60-70-80. Et maintenant, nous sommes en plein régime extrême droite fasciste, suprémaciste, homophobe. Ça faisait 3 ans et demi que je ne venais pas au Brésil et je suis effondré.
Non, celui qui ignore son histoire est condamné à la revivre. C'est très, très vrai. Faval, où c'était un peu ça, l'idée de Faval. On commençait à travailler en 2014 peut-être, bien avant que Bolsonaro n'arrive au pouvoir. Et effectivement, pendant tout le temps où je faisais la recherche là-dessus, c'était une obsession de se dire, mais oui, mais si on ne connaît pas, si on ne sait pas ce qui s'est passé, eh ben on retourne. Et dans le cas de Brésil, c'est effectivement la grande différence avec l'Argentine et le Chili, où quand même les cinéastes chiliens, argentins, ce grand cinéaste chilien, même qui, alors lui, il a carrément fait un film historique pendant que ça se passait. Lui, c'est vraiment incroyable. Hein. Il faut m'aider avec le nom. Voilà, Patricio Guzmán, avec incroyable ce film. Le coup d'État est en train de se passer et il est là, et il filme les génies. C'est un film pour moi absolument extraordinaire. Donc eux, ils ont fait ça. Ils ont fait vraiment. Mais au Brésil, il n'y a pas eu, on les compte sur les doigts d'une main, les films qui ont été faits parlant de 1964. En tout cas, en documentaire, ils sont très, très rares. Très rares. Quand on voit ce qui se passe dans les mondes entiers, même en Europe actuellement, même en France, on se demande si on a fait assez de films sur la Deuxième Guerre, sur les années 30 en Europe. Vous ne trouvez pas qu'il y a une similitude? Mais César, est-ce que ça vous donne envie de faire un documentaire sur le Brésil post-Bolsonaro ou au contraire, vous voulez vous rester avec la musique qui pourrait raconter aussi les horreurs d'une société? Oui, en fait, oui, je suis venu juste avant les dernières élections pour faire des recherches pour deux films que j'aimerais faire au Brésil, mais ça a été complètement cassé par son arrivée au pouvoir, puisque la première chose qu'il a fait, c'est de bloquer tous les systèmes d'aide qu'il y avait, les systèmes un peu comme des abris fiscaux. C'était les privés qui finançaient le cinéma. On est venu à produire une 60aine de films de long métrage par an. Et tout ça, c'est bloqué actuellement parce qu'il réduit, encore la semaine dernière, il a réduit les fonds auxquels on peut faire appel pour produire les films. Parce que toute la classe artistique, bien sûr, n'est pas de son bord. Et donc, pour lui, ce sont des ennemis. Et donc, voilà, la culture ne compte pas actuellement au Brésil. Donc, non, je n'ai pas envie de revenir au Brésil sous ce régime. Mais je n'aimerais pas que la France prenne un mauvais chemin maintenant. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marie-Clémence. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup César. Jeanne, merci Alexis. Merci. Et c'était une drôle d'exploration dans le temps. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Ce sera le jeudi 10 mars à 19h. On sera en salle 300 avec Delphine et Muriel Coulin. À bientôt.